Jacqueline, eh ben alors c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, je ne sais pas si le mot existe en français dans le petit Robert, mais bon on va dire webinaire, sur l'open source et les outils de recherche en entreprise. Oui, comme Jacqueline l'a dit, ça va être une présentation à quatre mains avec Arnaud qui se présentera un petit peu après dans un autre transparent, donc qui est le responsable de cette information à l'IRT Jules Verne, et donc Cédric Humer, c'est moi-même, président, cofondateur de France Labs. Alors, voilà. Donc, comment ça va se passer? J'aime bien expliquer comment ça va se passer sur les 45 minutes qui nous attendent, enfin 40 maintenant, parce qu'on a un petit peu consommé. Donc, accueil et intro. Ensuite, on va parler open source. Qu'est-ce que c'est que l'open source? Ensuite, on va parler de l'open source dans le monde de l'entreprise. Ensuite, on va aborder la thématique des moteurs de recherche en entreprise. Qu'est-ce que c'est? Histoire qu'on sache de quoi on parle. En Suisse, pas mal celle-là. Non, ça c'est pas encore, c'est quand on sera fait racheter, j'irai là-bas. Open source et les moteurs de recherche pour l'entreprise, donc comment les deux mondes se rencontrent. Et après, on passera à un mode interview de Arnaud sur son cas d'usage, retour d'expérience sur l'open source et utilisation de Dataferry en particulier, et puis des questions-réponses, si on a le temps. Normalement, on aura. Donc vraiment, on vous incite à poser des questions et à intervenir dans le chat. C'est presque ce qui est le plus intéressant aussi pour nous, puisque ça nous permettra de vous répondre, soit maintenant, soit on travaillera un article qui permettra de restituer les réponses. Donc, go pour accueil et intro. C'est ce qu'on vient de faire. Et voilà. Ah donc, oui. Oui. Donc, dans l'accueil et l'intro, il reste ça. Donc, avant toute chose, alors merci à Veille Magazine, que j'espère vous connaissez tous. Donc, Veille Magazine, alors c'est Jacqueline en l'occurrence, hein, Jacqueline Sala. Donc, sur veillemag.com, vous pouvez avoir plein d'infos sur l'information stratégique et qui donc nous a invités pour ce premier webinar orienté sur la partie open source. J'en profite pour rappeler, ça a été fait avant le début du webinaire, mais qu'il y a donc le Search Day, qui a lieu en présentiel le 14 octobre à Paris, à l'EGE, et notamment, vous pourrez avoir l'opportunité de me rencontrer, si j'ai le droit de me déplacer, puisqu'on est à Nice, pour un atelier France Labs Dataferry à 11h30 pour une étude de cas d'un moteur de recherche pour la documentation technique en utilisant Dataferry comme outil. Donc voilà, le Search Day, vous allez sur searchday.com pour toutes les informations et notamment l'intégralité du programme. Rappel en termes de logistique, Jacqueline a déjà fait, mais ça mange pas de pain de le redire. Vous trouverez sur la droite de votre écran 4 onglets. Normalement, vous en avez 4 vous aussi. Chat, qui correspond à donc des discussions pour parler, dire bonjour, etc. En théorie, c'est séparé de l'onglet questions. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des questions, vous les posez dans l'onglet questions. Ça nous permet à nous de les voir mieux apparaître que dans le chat. Oui, et moi, ça me permet peut-être de les poser. De poser des questions en plus. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet sondage. Alors ça, je vous encouragerai au fur et à mesure du webinaire d'y aller parce qu'on vous a préparé 3 petits sondages et c'est très pratique pour nous d'un peu d'avoir vos avis. Alors, il y en a 3, voilà, donc vous les verrez. Et enfin, participants, ça vous permet de sélectionner certains participants si vous voulez discuter avec eux directement. Voilà. Juste aussi, sachez que tout sera en replay ensuite accessible. Si jamais vous êtes arrivé au bout de tous ces trop et que vous ratez certaines parties, vous aurez l'occasion de revoir ce replay. Donc ça, c'est pour la partie avant toute chose. On va se précipiter sur la présentation des intervenants. Donc on va commencer par Arnaud, on vous a mis des super photos, oui, qui sont à jour. C'était avant ça. Vraiment, c'est pas vraiment, c'était avant le webinaire, donc là maintenant on va pouvoir se présenter pendant le webinaire. Du coup, Arnaud, si tu veux dire 2 mots aussi sur ce que c'est que l'IRT, puis après tu t'en parleras peut-être plus à fond quand on passera sur la partie interview, mais je te laisse un peu la parole. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Filot. Je m'occupe avec 2 autres collègues du système d'information de l'IRT Jules Verne. Alors, l'IRT Jules Verne, c'est un institut de recherche technologique. Il y en a 8 en France. Nous, on est situé à Nantes, près de l'aéroport, et on est dédié aux thématiques de recherche du composite, de la robotique, cobotique, du soudage. En fait, on développe des projets de R&D sur 3 ans avec des industriels. Donc l'IRT. C'est un institut qui regroupe combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, on est 125 collaborateurs. D'accord. Mais on travaille. C'est important. Mais en fait, on est
avant tout collaboratif. On travaille avec des industriels type Chantier de l'Atlantique, Airbus, D'accord. Arkema, Latécoère et tout un tas de monde un petit peu centré sur l'aéronautique et le maritime avec Naval Group notamment aussi. Aujourd'hui, on est 125 collaborateurs, mais chez nos membres, on a à l'instant T 300 personnes qui travaillent sur nos projets. Donc, qu'on appelle des MAD, des mis à disposition. Oui. Donc, en fait, on développe des projets de R&D sur 3 ans. C'est des cycles de projets. Et donc, au fur et à mesure des typologies de projets, des années, on a différentes personnes qui interviennent. Au total, on a 1000 MAD qui travaillent sur nos projets. Si on regarde de 2012 à jusqu'à maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Oui, ça donne un peu la dimension qui est supportée par le système d'information que vous gérez. Il y a un peu de données. Et un peu de données. Il y a beaucoup de mouvements, donc mais c'est passionnant. Hein, Alors juste pour revenir sur l'origine des IRT, c'est sous émanation gouvernementale que l'idée a germé. À l'époque, c'était Monsieur Sarkozy, mais c'est Monsieur Hollande qui l'a mis en œuvre, avec Jean-Marc Ayrault notamment, qui est un petit peu nantais. En fait, l'idée, c'était d'avoir un MIT à la française, mais les IRT restent des sociétés privées. Il faut que les industriels aient mis de l'argent pour que l'État épaule cette recherche à hauteur de 50% des sommes investies par les industriels. Donc on est une fondation à but non lucratif pour développer des projets collaboratifs, ça c'est très important. On ne fait pas de projet uniquement avec un industriel, on met plusieurs industriels autour de la table, des PME, pour essayer de monter en compétence sur une technologie qui en général l'idée a émergé chez les académiques. Donc, on est vraiment... Et vous couvrez plusieurs régions? Alors, notre IRT, c'est juste Nantes, mais il y a 8 IRT en France qui sont autonomes sur des thématiques toutes différentes. Donc, il y a BioAster, notamment, près de Grenoble. Il y a NanoElec aussi. Et à Rennes, on a un IRT qui est spécialisé dans toutes les technologies de la communication. Il y en a un qui est spécialisé dans tout ce qui est sciences de l'information, cybersécurité, Systemix à Paris. Enfin voilà, il y a différents IRT comme ça. Un qui est dédié uniquement au rail, qui s'appelle Railenium, qui est situé dans l'Est. D'accord. Pas loin de chez Alstom. Voilà. Ok. Cédric? Oui, alors là on est en train un peu de flinguer mon timing, mais c'est pas grave. C'est ce que je me suis dit, je m'arrête. Donc voilà, Cédric Culmer, je vais aller vite. Donc président cofondateur de France Lab, je suis aussi animateur de tout ce qui est business de l'open source sur la Côte d'Azur, ex-président d'une association qui s'appelle Telecom Valley, qui est la plus grosse association du numérique sur la côte, et également un petit peu enseignant à l'Université Côte d'Azur sur tout ce qui est entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup de mots Côte d'Azur hein, dans mes phrases, vous aurez compris qu'on est basé sur la Côte d'Azur. Donc, quelques mots sur France Labs. J'ai deux transparents dessus, pour que vous sachiez un petit peu qui on est. France Labs créé il y a 9 ans maintenant. On intervient dans tout ce qui est le domaine de l'Enterprise Search. Donc, on fait des interventions à Washington DC à l'Enterprise Search and Discovery Summit, au Paris Open Source Summit qui n'a pas lieu cette année à cause du Covid, au Search Day qui normalement a lieu cette année, au Salon Big Data qui a eu lieu s'il n'y avait pas qui a lieu cette année. Oui, en présentiel. C'est pour les gens qui sont à Nice, mais pour l'instant, c'est prévu. Alors, ensuite, on est membre du CNLL, qui est l'organisation représentative en France des entreprises de la filière open source. C'est le genre d'assos qui attaque, par exemple, les contrats un petit peu illégaux entre le Health Data Hub et Microsoft. Voilà. On essaie de défendre des intérêts français sur la souveraineté numérique. On a comme clients des grands groupes aussi bien que des petites structures en domaine de l'aérospatiale défense. On a la DGA en client, des instituts de recherche. Ah, ça c'est Arnaud. Domaine du nucléaire, organismes publics, voilà, c'est assez varié. Tiens, j'ai laissé la dernière ligne en anglais. Je viens personnellement de SAP, donc voilà, 10 ans passés SAP, puis j'ai 2 des 3 collègues qui sont aussi de SAP. Alors ça s'est fait rapidement. Nos activités, vous l'avez compris, à France Lab, c'est que d'Enterprise Search, on fait que ça, c'est notre ADN, comme dirait le responsable marketing. On est éditeur logiciel, on édite Datafari, qui est notre solution de recherche documentaire d'entreprise, et on fournit autour de cette solution de l'audit, de l'expertise, de l'intégration, des ateliers techniques ou métiers et des formations. Voilà. Là, c'est vraiment rapidement pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait. Et maintenant, je vous propose, s'il n'y a pas de questions dans le chat, et je ne pense pas qu'il y en ait, donc c'est très bien. Encore. Qu'est-ce que c'est que l'open source hein? Alors, je vais vous en parler et ensuite, vous allez me remplir le sondage qui dit
est-ce que vous pensiez que c'était ça l'open source? Je suis curieux de savoir. Donc, l'open source, ce sont au niveau légal, vraiment au niveau légal, dans le sens où vous avez besoin de demander à personne, ce sont 4 libertés. Alors, ces libertés, il y en a une qui est la plupart du temps la plus connue, c'est la liberté d'utiliser un logiciel. Vous demandez à personne, un logiciel open source, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Mais il en reste 3. Alors en fait, vous pouvez trouver sur des sites plus de libertés, mais ces 4-là sont les plus fondamentales. Il y a la liberté de modifier un logiciel. Donc, par exemple, vous avez trouvé un bug qui vous embête, vous avez le droit de modifier le logiciel pour enlever le bug, ou il y a une fonctionnalité qui vous manque. Pareil, vous pouvez la faire librement, pas besoin de demander à qui que ce soit. Ensuite, moins connu, il y a la liberté donc légale, encore une fois, de comprendre un logiciel. Alors ça, c'est moins connu, mais ça veut dire que l'open source, c'est pas juste vous donner un logiciel et son code source sans vous expliquer comment il marche. Il faut qu'on vous fournisse à la fois la documentation fonctionnelle, c'est-à-dire comment je l'utilise, mais aussi la documentation technique, pour savoir comment le modifier et comment il fonctionne. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas ça, si on vous donne un logiciel où il y a juste le code et pas de doc, fondamentalement, c'est pas un logiciel open source. D'accord ? Parce qu'il joue pas le jeu de la compréhension de l'outil. Et enfin, il y a la liberté de distribuer ou de redistribuer ce logiciel. Donc, si vous voulez faire payer quelqu'un pour lui donner un Linux, par exemple, vous pouvez, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. S'il veut vraiment payer pour un truc qui est gratuit, bah, il peut vous donner. Donc, une SS2I peut parfaitement utiliser des logiciels en open source et revendre la prestation à ses clients. La prestation, oui, oui, mais il peut aussi faire payer une licence. Faire payer l'accès au logiciel. Voilà. Bon, la plupart du temps, ça c'est plutôt des arnaqueurs qui font ça, mais c'est sûr que normalement c'est plutôt les services. Donc ça, sur les 4 libertés fondamentales, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre quand on parle d'open source, c'est ça. C'est pas, on avait pu avoir nous des exemples de gens qui disent oui, Google c'est open source parce qu'il va chercher des sources qui sont open sur le web. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On parle de code source, donc là c'est du logiciel, et c'est vraiment que le logiciel est accessible et qu'il est libre au niveau légal par rapport à ces 4 libertés. Et c'est pareil, ce n'est pas l'open data. L'open data, ce sont des données qui sont disponibles, ce n'est pas du logiciel qui s'exécute. Alors, il y a les libertés, mais il y a aussi les devoirs. Hein. C'est comme avec Spider-Man, vous avez des pouvoirs là, et du coup, vous avez des responsabilités. Donc, alors, dans le domaine des devoirs, il y a 2 écoles, 2 églises, 2 approches différentes qu'il est important de connaître, surtout si vous-même vous êtes éditeur et que vous voulez réutiliser et redistribuer ces logiciels. Il y a ce qui s'appelle le copyleft for et le copyleft standard. Donc, je vais un peu en parler parce qu'il est important de connaître. Alors, ça s'appelle copyleft, c'est un jeu de mots en anglais avec copyright. Donc, copyright, c'est les droits intellectuels. Et là, copyleft, du coup, c'est par opposition au right. Et c'est aussi left au sens abandonné, laissé. Donc, un copyleft for, ça veut dire que si vous faites des modifications d'un logiciel open source qui est en copyleft for, les modifications que vous faites, vous allez devoir les faire aussi en open source et normalement dans la même licence que le logiciel que vous utilisez. D'accord ? Donc vous avez une contrainte. C'est-à-dire que si vous faites une modification de ce logiciel, il faut aussi que vous, ce que vous avez fait, vous le redonniez à la communauté. C'est vraiment une notion de contrainte, ou plutôt d'encouragement, vous diront les amateurs de ce type de licence. On vous encourage fortement à redistribuer. Alors ça vient aussi historiquement que voilà, il y a pas mal de boîtes qui utilisaient du logiciel open source, faisaient beaucoup d'argent et redonnaient rien à la communauté. Donc avec ce type de licence, on peut contraindre les entreprises à contribuer au bien commun, ce qui n'est pas plus mal. Les licences les plus connues là-dessus, ce sont les licences GPL et les licences Affero-GPL. Le A de AGPL, c'est Affero. Ça, c'est la plus moderne. Elle est Special Cloud parce qu'en fait, elle dit qu'à partir du moment où vous êtes, par exemple, une boîte qui propose un service cloud, si vous intégrez dans vos différentes briques technologiques une solution qui est en AGPL, alors tout ce que vous faites devient aussi open source en AGPL. Et GPL, ça veut dire GPL? Ah, ça a eu plusieurs explications, mais c'est voilà. General Public License, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas vraiment d'importance l'acronyme, il faut retenir les 3 lettres, la GPL. D'accord. Ensuite, il y a le copyleft standard. Alors lui, vous faites ce que vous voulez en gros. Le copyleft standard, c'est pour distribuer les ajouts ou modifications d'un logiciel open source. Vous faites ce que vous voulez. Alors, j'ai marqué bien lire les clauses parce qu'il y en a certaines qui rajoutent quand même quelques petites subtilités, notamment par rapport au brevet.
Alors, c'est le cas de la licence Apache. Donc, la licence MIT dit que vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous donne le logiciel en open source, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Licence Apache, elle vous impose des contraintes par rapport à des brevets. Si jamais vous faites des brevets par rapport à des technos qui utilisent du Apache, vous vous engagez à ne pas attaquer en justice, enfin, à ne pas exercer vos brevets sur la communauté qui va aussi utiliser vos outils. Voilà, ça, et après, il faut aller lire, c'est plutôt lié aux avocats. Mais en gros, c'est quand même il y a très peu de contraintes là-dessus. Et enfin, juste pour dire, parce que vous risquez de tomber sur des gens qui sont vraiment à fond dans le sujet et pour qui il y a un distinguo entre les termes open source et les termes logiciel libre. Alors effectivement, il peut y en avoir un, justement pour les deux chapelles copyleft fort et copyleft standard. Quelqu'un qui est vraiment dans le sujet, qui fait attention, il va faire un distinguo. Pour lui, les gens qui sont en copyleft fort, c'est du logiciel libre et le copyleft standard, c'est de l'open source. Mais pour le commun des mortels, les deux termes s'utilisent indifféremment, et ça sera le cas pendant notre discussion aujourd'hui. Hein. Donc open source et logiciel libre, pour nous, ça veut dire la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai l'impression que... Très bien. Je compte sur tout le monde pour pas s'endormir. Hein. Non. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est l'open source. Avec ça, vous pouvez pâter tout le monde le soir. On découvre aussi. Hein. Oui, non. Alors, open source et business, parce que quand même, on est sur un webinaire sur tout ce qui est économie et entreprise. Donc là, on va parler un petit peu de comment se situe l'open source dans le monde économique actuel. Alors, au cas où vous l'auriez pas réalisé, l'intégralité, enfin la quasi-totalité des révolutions technologiques modernes sont basées sur l'open source. Quand on parle de big data, alors ça commence à dater, big data, hein, c'est un vieux buzzword, mais bon quand même, Hadoop, Lucene, Cassandra, MongoDB, ces mots-clés-là, liées au monde du big data, c'est que de l'open source. Donc il y a beaucoup de startups qui n'existent dans ce domaine-là que parce qu'elles sont basées sur des briques open source. Ensuite, en mots-clés plus récents, vous avez data science. Là, il y a des technos comme Apache Spark, Apache Kafka, Pantao, Elk, Talend. Toutes ces technologies-là, qui sont clés, sont en open source. Après, en plus moderne, vous avez l'intelligence artificielle. Là, pareil, la grande révolution avec les startups qui émergent n'existerait pas si les principales technologies n'étaient pas en logiciel libre. Donc là, je cite la librairie NLTK, TensorFlow de Google, DeepSpeech, le langage R, Spacey, enfin une librairie de Spacey. Toutes ces technos-là sont en open source et permettent aux startups de l'IA que vous connaissez d'exister. Après, il y a le blockchain, tout ce qui est Bitcoin et tout ce qui est donc les fameuses blockchains dans tous les domaines métiers n'existeraient pas si blockchain avec son framework open source n'était pas disponible. Et enfin, les smartphones, puisque la plus grande base installée au monde de téléphone portable, la plus grande base, hein, pas celle qui rapporte le plus d'argent, mais la plus grande base, c'est celle à base de téléphone d'OS Android, et Android, c'est en open source. Donc il y a de fortes chances que vous utilisiez là pas mal d'open source. Et enfin, alors j'ai rajouté une section spéciale sur ce que n'est pas l'open source, parce que souvent les départements marketing des boîtes propriétaires en informatique ont fait un bon boulot de tentative de SAP de ce que c'est que l'open source. Donc, qu'est-ce que ce n'est pas? L'open source n'est pas deux étudiants dans un garage, hein, non plus deux étudiants avec des queues de cheval qui se lavent pas et qui ont un sac à dos. Voilà. C'est pas ça. Alors ça peut, hein, j'ai rien contre, mais c'est pas forcément ça, et c'est le cas aussi, même un logiciel propriétaire peut avoir été fait par deux étudiants dans un garage, ça n'a rien à voir avec l'open source. L'open source n'est pas utilisable directement sans effort et sans coût. Un open source, enfin, sauf si on parle d'une brique extrêmement basique comme un antivirus, mais pour des outils business, métier, il y a une courbe d'apprentissage. L'avantage de l'open source, c'est que c'est totalement transparent. Vous pouvez apprendre tout seul sans avoir à payer parce qu'il y a la doc, mais il faut quand même passer du temps dessus. Donc j'ai marqué sans effort et sans coût parce que soit vous le faites en interne, soit vous-même, soit un employé, mais ça représente du temps, donc de l'argent. Et puis si vous externalisez aussi ce travail, ça représente aussi un coût. Voilà. Donc faut pas, l'open source n'est pas égal à gratuit. Ça l'est dans le sens où vous avez le code, mais le temps de compréhension et d'assimilation, lui, a un coût. Ensuite, l'open source n'est pas non sécurisé. Il y a eu un bon travail aussi là de certains acteurs du monde propriétaire pour dire que parce que l'open source était transparent et qu'on voyait comment les rouages fonctionnaient, ça voulait dire que les pirates pouvaient facilement trouver des failles. Alors ça, c'est beau quand même parce que si on retourne l'argument, ça voudrait dire que donc, quand on ne voit pas comment quelque chose fonctionne, les pirates ne peuvent pas le pirater.
Alors, c'est pas du tout comme ça qu'il faut lire, il faut plutôt lire dans l'autre sens. Si quelque chose est transparent, ça veut dire que des analystes peuvent rapidement trouver des failles, et même une boîte toute seule peut aussi payer un consultant ou en interne aller chercher s'il y a des failles et les régler. Alors qu'une boîte noire, eh bien, si un pirate a trouvé une faille, vous le saurez potentiellement jamais, puisque justement, la boîte ne vous dit pas s'il y a un problème ou pas. Donc, au contraire, avec l'open source, vous avez plus de chances que votre outil soit sécurisé. Et puis même si une faille est trouvée, la communauté peut fournir un patch, alors que tout le monde propriétaire, vous dépendez d'éditeurs logiciels. Et enfin, l'open source n'est pas instable. Ça, c'est pareil. C'est le même cas dans l'échelle propriétaire. Et puis, au moins, avec l'open source, si vous trouvez une instabilité qui ne vous plaît pas, vous pouvez tout seul résoudre le problème d'instabilité. Voilà. Je suis obligé d'aller un petit peu rapidement parce qu'il nous reste 20 minutes. Mais en gros, voilà, l'open source, c'est le monde de l'entreprise de façon générale. Si on passe sur les modèles revenus, donc si vous venez à interagir avec un acteur de l'open source, ça peut vous arriver dans le domaine du B2B, il est important de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent potentiellement, quels leviers ils ont au niveau business pour savoir comment vous allez négocier votre bout de gras avec eux. Donc je vous ai réuni les 4 axes principaux des modèles de revenus des acteurs de l'open source, et ensuite il peut y avoir des mix entre tout cela. Mais en gros, les 4 principaux, c'est un acteur qui va proposer un produit purement en open source, purement, c'est-à-dire que l'intégralité des fonctionnalités est en open source, mais il va vous fournir une solution cloud en plus. Donc comme ça, si vous voulez pas vous embêter à le faire marcher vous-même, à monter cette fameuse courbe d'apprentissage, vous avez une solution SaaS qui est accessible, qui est maintenue par l'éditeur ou par un acteur qui est expert, et puis voilà. Comme ça, si vous êtes cloud, vous ne posez pas de soucis, mais au moins, l'intégralité dessous est open source, donc si jamais il disparaît ou vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller chez un autre acteur ou monter votre propre instance en local. Ça, c'est la première façon d'exister. La deuxième, c'est un produit toujours pareil, qui est purement open source, c'est-à-dire que tout est libre, mais vous payez l'expertise. Donc là, il n'y a pas d'offre cloud, c'est vraiment quelque chose que vous installez chez vous, mais vous n'avez pas les compétences, donc vous payez l'expert, le type qui l'a développé ou qui est très bon là-dedans. Et là, vous allez payer du support, du développement, de la maintenance, enfin, vraiment de l'expertise. Le troisième type de modèle sont les produits avec un cœur open source, mais dont des composants supplémentaires ou le packaging global est propriétaire et payant. Alors, c'est le cas de Datafari, hein, on le verra plus tard. Donc c'est là, on vous retrouve là. Voilà, nous on est là. Nous, la case à cocher, c'est ici. Donc on est dans ce qui s'appelle aussi une approche freemium. Donc on vous fournit des briques de base. Alors il y en a qui vont dire que c'est pour allécher, mais ça peut aussi servir dans certains scénarios. Vous l'utilisez, vous êtes content, vous voulez aller plus loin. Mais l'avantage de l'open source, c'est qu'on ne vous interdit pas d'utiliser les composants supplémentaires. Enfin, si, mais vous pouvez les recoder vous-même. Voilà, vous pouvez partir du cœur open source et puis payer un consultant ou un interne et vous recoder les trucs en plus que vous voulez faire. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez acheter les composants supplémentaires. Ça, c'est un troisième modèle de revenu. Et le quatrième, on est en retour sur les produits qui sont complètement open source, mais ce qu'on appelle les licences duales. Alors, c'est le cas de MySQL. Peut-être que ça l'est plus, mais à l'époque, ça l'était. C'est-à-dire que tout MySQL était en open source, mais en licence copyleft forte. C'est-à-dire que si vous étiez éditeur logiciel et que vous utilisez MySQL et que vous redistribuez un produit dessus, vous aviez, normalement, vous deviez recontribuer tout votre code aussi en GPL, qui est la licence de MySQL, et l'éditeur de MySQL proposait une licence libératoire qui disait « je vous force plus à tout mettre en open source si vous m'achetez ma fameuse licence libératoire propriétaire de MySQL ». Voilà, ça c'est le quatrième possibilité. Et donc les acteurs aujourd'hui vont pouvoir faire des mix entre l'offre cloud, expertise, etc. Mais c'est important de comprendre ces 4 axes de fonctionnement. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est très bien. Alors peut-être que tout le monde est timide ou alors j'explique tellement bien, mais c'est normal, ça doit être ça, j'explique super bien. Oui, alors super. On arrive à la dernière transparence sur l'open source. Donc juste pour vous dire que c'est pas un petit truc dans un garage non plus. Voilà, l'open source c'est l'économie. Donc c'est basé sur une étude qui a été financée par le CNLL, Syntec Numérique et le pôle systématique Paris Région. Faite par le cabinet technologie sur, on fait ça tous les 1 an ou 2 selon les Covid, sur la part de marché de l'open source en Europe et en France, enfin, et dans d'autres pays aussi d'Europe, par rapport au marché global. Donc on peut voir qu'en Europe, en 2019, c'était 23 milliards d'euros. Ça représente 7% du marché global de l'informatique en Europe, avec une croissance annuelle de 8%, qui est en fait et il croît donc plus vite que le marché IT global. Ça c'est important. Donc, ça veut dire que chaque année on prend plus en importance du marché informatique global en Europe et en France d'ailleurs avec l'open source. Si on regarde le domaine de la France, on est à 5,2 milliards, c'est un des plus gros acteurs en Europe
sur le domaine de l'open source. Et là, les chiffres par rapport au marché global sont à peu près les mêmes. Et ça représente environ 52 400 employés en France, qui est quand même loin d'être négligeable. Hein. C'est une des choses qui m'avait le plus étonnée. Eh oui, bah oui, comme quoi. Non, mais... Oui, c'est vrai que c'était largement sous-estimé. Et en fait, c'était assez impressionnant. Et oui, chaque année, ça grossit. C'est beau. Donc voilà, ça c'est la partie open source. Alors j'encourage tout le monde. Vous allez voir dans l'onglet sondage, il y a un super sondage sur votre compréhension de l'open source. Donc je vous laisse, allez, 20 secondes là pour cliquer, regarder un petit peu, vous comprenez comment il marche. C'est assez facile à comprendre, hein, les sondages. Vous allez voir trois questions. Il y a l'open source et vous. J'avais mal compris l'open source avant ce webinaire. Ou alors, je ne connaissais pas l'open source avant. Ou alors, je connaissais déjà bien l'open source. Donc, si vous avez l'opportunité de répondre, ça m'intéresse toujours de savoir qui a compris quoi dans ce domaine-là. Alors, je vais attendre un petit peu. De toute façon, le sondage est ouvert pendant tout le webinaire, hein, donc vous pouvez répondre jusqu'à la fin. Mais c'est si jamais là, tant que vous êtes chaud patate. Allez, de toute façon, là, je prends quand même le temps, je vais passer au suivant. Maintenant, on va parler moteur de recherche pour entreprise. Alors là, pareil, je vais devoir aller vite. Donc là, j'ai traduit en français la définition en anglais faite par Martin White, qui est, pour moi, le grand ponte de l'Enterprise Search. Un anglais très sympathique, le seul à éditer des livres chez O'Reilly dans le sujet. Donc voilà, pour lui, la définition d'Enterprise Search, c'est l'acte pour un employé de rechercher, trouver et examiner les données, pages web et bases de données et autres informations fichées, hein, ça peut être un peu de tout, en entreprise, et je m'étais permis de rajouter en sécurité, parce qu'en fait, j'ai quasiment jamais trouvé de scénario où en entreprise, on ne veut pas un minimum de sécurité, que ce soit du chiffrement ou de n'afficher que ce que les gens ont le droit de voir. Voilà. Ça, c'est la définition, et on va parler que de ce sujet-là dans le webinaire quand on parle de moteur de recherche pour entreprise. Alors pourquoi ça existe? Bon là je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Ça existe parce que déjà intuitivement un moteur de recherche ça fait gagner du temps. D'accord? Je cherche une donnée en interne. Avec un moteur de recherche, j'ai une petite chance de retrouver. Sans moteur de recherche, je la retrouverai quasiment jamais. Ensuite, il y a une petite loi de Pareto. 80% des données d'entreprise sont non structurées et non valorisées. Et puis bon, c'est un peu comme la pause cigarette. Hein. Si on gagne 1 minute par cigarette, on gagne des millions de dollars. Donc là, c'est un petit peu pareil, ce genre de chiffres. Et enfin, IDC avait fait une étude aussi qu'un ingénieur passait 9 heures par semaine à chercher les documents. Alors malheureusement, donc ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver par beaucoup de départements marketing de mes confrères concurrents, mais en fait, Martin White s'est embêté à essayer de retrouver l'historique de ces valeurs-là faites par IDC, et en fait, elles sont complètement pipeaux. Mais je les laisse quand même parce qu'elles sont sympas, mais il est important de savoir qu'il n'y a aucune validité scientifique à ces données-là, malheureusement. Mais intuitivement, je vous rassure, et ça se valide par l'expérience, un moteur de recherche est extrêmement utile parce que c'est vrai, sans moteur de recherche, on ne retrouve pas ces données en interne. Mais c'est un bon moyen de voir si c'est un marketeur en face qui vous parle ou pas, s'il vous dit que c'est vrai les données. Donc c'est un petit tips. De quoi on parle concrètement? Je vous ai mis un screenshot, une capture d'écran de ce que Datafari fait, mais tous les concurrents font à peu près la même chose. De base, sans le customiser pour un métier particulier, un moteur de recherche, c'est une barre de recherche en haut avec de l'autocomplétion, de la correction orthographique, etc. Ça va être ce qu'on appelle des facettes à gauche ou à droite, où on veut, qui vous permettent de filtrer une recherche par rapport à des dates, des types, des sources, de la géolocalisation, des prix, des auteurs, etc. Et enfin, ce qu'on appelle les résultats de recherche avec des snippets, qui sont des aperçus. Voilà, ça c'est la base, sauf qu'au lieu que ça soit une recherche qu'on va faire sur le web ou sur un site de e-commerce, on va faire cette recherche sur les données internes à l'entreprise. Alors, j'accélère. Hop, les étapes clés principales dans l'entreprise. Alors, le livre n'existe pas. Hein, on va pas tarder. Voilà, si ça va pas tarder, ça me ferait du boulot. Mais donc, en gros, voilà, les étapes principales d'un moteur de recherche pour entreprise, ça va être les 3 premières sont les mêmes que sur un moteur de recherche web, c'est-à-dire le moissonnage, qui est le crawling en anglais, c'est aller chercher les données, quelles que soient les sources. Donc, des bases de données, des partages de fichiers, des sites web, voilà, les sources, quelles qu'elles soient, il faut pouvoir aller les chercher de façon variée, multisource, et aussi pouvoir ouvrir les documents, quel que soit le type de document, des PDF, des Word, des zip, des Excel, des fichiers texte. On est essentiellement dans un univers interne, de documentation interne. Oui, voilà, parce que si on est sur le web, il vaut mieux utiliser Google, hein, c'est ma recommandation.
Ou Bing, Donc, ou DuckDuckGo si vous voulez de la vie privée. Mais voilà, là on est sur des données. La problématique c'est multiplicité des types de sources et des types de données à pouvoir ouvrir. Une fois que le moissonnage est fait, on a la phase d'indexation, c'est-à-dire que je prends les contenus textuels et les analyses sémantiques qui ont pu être faites et je les mets dans un index de recherche optimisé pour pouvoir chercher. Troisième étape, c'est la recherche. Comment en quelques millisecondes analyser la requête de l'utilisateur et rendre les résultats potentiellement dans un index de plusieurs centaines de millions de documents. Et ensuite, on a les deux étapes supplémentaires pour l'entreprise qui sont la gestion de la sécurité et aussi des interfaces d'administration pour pouvoir gérer la pertinence, gérer les rôles, surveiller que tout va bien, rajouter des sources, etc. Voilà, ça sont les 5 étapes clés d'un moteur de recherche pour l'entreprise. Et là, je vous ai consolidé, voilà, je vais le faire très vite, vous pouvez le retrouver plus tard de toute façon dans le webinaire avec les transparents, mais en gros, il y a les trois transparents qui suivent sont qu'est-ce que vous pouvez trouver un petit peu sur le marché. Ce qui est purement open source, vous avez Open Semantic Search, mais c'est très orienté de data journalisme, c'est maintenu par une seule personne, mais il y a beaucoup de fonctionnalités sémantiques. Donc si vous voulez faire beaucoup d'analyses sémantiques purement gratuitement basées sur l'open source, allez voir Open Semantic Search. Mais le redistribuez pas parce qu'il n'a pas fait très attention, le créateur, dans les licences open source, il a un peu tout mélangé. DataShare, c'est assez proche de Open Semantic Search, mais c'est fait par des Français. C'est supporté par le Consortium international des journalistes d'investigation. Donc c'est utilisé pour tout ce qui est les Panama Leaks, LuxLeaks, etc. Ça a l'avantage d'être en open source. Et donc c'est plutôt centré lanceur d'alerte, c'est très peu multisource, mais bon voilà, ça a le mérite d'être là. Open Search Server. Alors, le problème, c'est que lui, il est très calme depuis plus de 2 ans. Ça fait au moins 1 an qu'il a marqué il y a une V2 qui arrive, mais elle n'arrive pas. Et c'est un seul développeur principal. Donc, voilà, si vous voulez quelque chose qui est mis à jour, Open Source Server, je ferai attention. Et puis, il y a Do, évidemment. Hein. Do, c'est tout parfait. Sans, évidemment, aucun biais. Et j'insiste, c'est la version communautaire qui est 100% open source. On va le voir après. La version entreprise, elle, c'est le freemium au-dessus. Ensuite, les solutions d'enterprise search basées sur un open core, c'est-à-dire sur un cœur open source. Il y a Amazon Kendra qui est sorti il y a moins d'1 an, qui est basé sur Elasticsearch, leur propre réimplémentation d'une partie d'Elasticsearch qui s'appelle OpenDistro. Et c'est une offre purement cloud, comme on peut s'y attendre de la part d'Amazon. Datafari, bon, voilà, hein, c'est fabuleux. Et ensuite, Elastic Workplace Search qui est sorti cet été, qui est basé sur Elastic, qui peut être soit cloud, soit on-premise. Voilà. Et pour les aventuriers qui veulent tout faire tout seuls, voilà quelques briques. Donc, si vous êtes motivé, alors en termes de moteur, là, c'est vraiment au sens moteur comme une voiture, ça ne marchera pas tout seul, il faut rajouter les roues, le capot, etc. Mais le moteur de recherche, vous avez Elasticsearch qui est le plus répandu, Apache Solar qui est le plus pérenne parce qu'il est maintenu par la fondation Apache qui est indépendante de tout, alors que par exemple Elasticsearch, lui, c'est une boîte qui est en bourse. Et vous avez Vespa qui est le plus innovant en ce moment, plus petit en termes de communauté, mais c'est celui qui monte. Ensuite, les frameworks pour le moissonnage. Il y en a qu'un, c'est facile, c'est FNIFOCF, il n'y a pas trop le choix. Très classique dans sa conception, mais au moins il a le mérite d'être là. Et ensuite, les frameworks pour ouvrir des documents. Apache Tika, c'est la référence. Il fait ce qu'il peut avec tous les types de documents et c'est pas toujours facile. Ouf, 11h37, il faut vraiment qu'on speed. Arnaud, tu t'es pas endormi, c'est déjà pas mal. C'est passionnant, Cédric, merci. Non, mais c'est très, très rythmé, c'est bien. Oui, il y aura 1 minute. Je vous rappelle. Il n'y a pas de questions. Nos participants sont fascinés, Cédric. Oui, j'en doute pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Donc, Arnaud, on va commencer la première des questions. Donc, la thématique, c'est retour sur la mise en œuvre et l'usage de Datafari, mais aussi sur l'open source en général. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire tes expériences sur l'open source et puis pourquoi tu as choisi des solutions open source à l'IRT Jules Verne? Voilà, c'est à toi. Ok, bah écoute, on peut dire que je suis tombé dedans depuis mon plus jeune âge informatique dans l'open source, parce que dès mes études, j'ai commencé à... Je suis un peu passionné par les systèmes Unix, donc j'ai découvert Linux. Alors c'était au siècle dernier, parce que c'était plutôt dans les années, plutôt en 1996. Ça nous rajeunit pas. Donc j'ai découvert Linux pendant mes études. Quand j'ai terminé mes études, j'ai mon maître de stage qui me dit tiens Arnaud, j'ai un boulot pour toi dans une boîte là. Ils veulent découvrir ce qu'on peut faire avec TCP/IP et Internet. J'y avais jamais mis les doigts. Et il m'a parachuté là-dedans. Il m'a dit t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tout est sur Internet. En open source, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en effet, c'est vrai que j'ai monté tout un ensemble de services, de messagerie, de transfert de fichiers, pour montrer à cette entreprise ce qu'on pouvait faire. Alors, c'était une entreprise qui était un peu dans la communication. Elle faisait de la télédistribution pour Ouest France.
et je leur ai montré ce qu'on pouvait faire avec ces technologies open source, avec TCP/IP et tout ça. Alors c'était une époque, je vous le rappelle, où dans Windows, TCP/IP était une couche propriétaire qu'il fallait acheter en sus de l'operating system. Donc c'était un peu... Et là, j'ai découvert qu'un informaticien qui est obligé d'acheter tous ces outils, ça devient vite très très compliqué, parce qu'on est plutôt un apporteur de solutions. Ouais. Et l'open source, eh ben, c'est ce que ça permet de faire. On est totalement libre, on peut mettre en place tout un tas de services qui sont parfaitement documentés. À l'époque, il y avait des outils qu'on appelait les how-to, qui étaient des manuels de mise en pratique, de best practice, de retour d'expérience, qu'on trouve un peu moins maintenant. C'est plutôt des blogs, c'est plutôt des échanges diffus sur Twitter, mais c'était très très pratique, et très rapidement, je me suis aperçu qu'on mettait toutes ces briques-là en place, et d'une façon relativement... Il y a une courbe d'apprentissage, comme le disait Cédric, mais au fur et à mesure qu'on apprend, on monte en expertise, contrairement à Windows, où au fur et à mesure qu'on apprend, Windows fait des mises à jour et il faut tout réapprendre. Mais la philosophie Unix est très très bien pour ça et cadre bien avec l'open source. Donc on monte en compétences, on s'en sort très facilement, c'est très souple, et puis c'est d'une très grande fiabilité. Même avant l'an 2000, les outils qui étaient proposés en open source étaient très très fiables, parce qu'il y avait déjà un gros retour d'expérience, et les gens corrigeaient très très vite les anomalies qui étaient détectées. Une des forces de Linux notamment. Voilà mon expérience. Et puis maintenant, j'ai continué à mettre en place des outils open source à l'IRT Jules Verne, que ça nous permet de maîtriser aussi nos données, comment elles sont gérées, et puis pas forcément être lié à des services qui s'associent de plus en plus au cloud, quoi. Voilà. Donc, c'est bon pour Arnaud, pour le témoignage sur l'IRT? Comment ça, c'est bon? Bah, c'était la première question. Oui, c'était la première question. Ça, c'est mon petit retour d'expérience. Mais oui, sur cette première question. Voilà, les questions commencent à arriver. OK. Alors, du coup, alors ça, c'est l'expérience. Hein, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le bain de l'open source? Et par rapport au moteur de recherche, du coup, par rapport aux besoins métiers, est-ce que tu pourrais illustrer plus concrètement à l'IRT pourquoi est-ce qu'il y a un moteur de recherche? Qu'est-ce que font concrètement tes collègues avec un outil de recherche? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien retenu le chiffre. 80% de l'information, enfin du patrimoine numérique en entreprise est non structuré. Donc je te le confirme. Chez nous, c'est plutôt 90%. En fait, comme je disais tout à l'heure, on est 125 collaborateurs, donc ça fait déjà un petit peu de monde à produire des documents. On a 300 utilisateurs externes. Potentiellement, sur 5 à 10 ans, on est sur 1000 utilisateurs externes qui travaillent sur des projets de R&D qui durent 3 ans. L'IRT, jusqu'à maintenant, a monté 99 projets de R&D. Aujourd'hui, on en a 34 d'actifs, 34 projets, donc qui vont s'arrêter. Donc, on a un gros turnover d'expérience, de l'expérience acquise sur ces projets. Donc, on a une foultitude de documents. Il faut savoir, là, par exemple, nos 34 projets, c'est 150 000 documents actifs, au jour le jour. Donc, c'est un patrimoine qui grossit. En archivage, aujourd'hui, on est rendu à 250 000 documents. Donc, c'est très compliqué pour quelqu'un qui débarque de trouver tout de suite l'ensemble des documents qui a trait à ce qu'il recherche. Nos thématiques évoluent et tout ça. Donc, structurer l'information, c'est compliqué, c'est un vrai process. L'IRT s'est monté très très vite. On a fait très rapidement des projets de R&D. On était dans le dur. Fallait avancer sur la recherche. Et on n'a pas pris au départ un temps pour vraiment structurer l'information. Le moteur de recherche, ça nous a permis très très vite de permettre surtout à nos chercheurs de trouver rapidement les informations, les documents qui avaient été déjà faits. On met dans Datafari aussi nos résultats on est très industriel à l'IRT Jules Verne, donc les résultats issus de nos machines sont moissonnés par Datafari. Donc les chercheurs peuvent retrouver des captations, des données, des choses comme ça directement dans Datafari très rapidement, même si elles n'ont pas été bien classées au départ. Voilà. Donc notre besoin, c'est avant tout de rechercher dans les documents de recherche, mais ça c'est aussi utile pour la bureautique. Au jour d'aujourd'hui, l'IRT Jules Verne, c'est 375 000 documents bureautiques. Donc tout ce qui est DAF, RH,
On a aussi mis la RH, ça peut paraître un peu bizarre, mais la sécurité est très très bonne. Les gens n'ont vraiment accès que à ce dont ils ont droit, ou ils sont habilités à consulter. Donc on a mis tous ces documents-là aussi dedans, et ça permet à tout le monde de très facilement, on va, comme on le fait sur Google, hein, c'était l'idée, avoir le Google de l'entreprise, comme on le fait sur Google, on va sur un lien, on tape son mot-clé ou ses mots-clés, et puis on retrouve ces documents très rapidement avec de la pertinence, avec des possibilités d'affiner très rapidement sa recherche. Ok. Alors du coup, merci pour cette illustration plus concrète. Hein, ça me permet moi de dire d'avoir plus d'exemples que simplement dire ça permet de chercher les données, parce que là c'est beaucoup plus concret. Je dirais ça permet de trouver, parce que. Ouais, c'est vrai, pardon, ouais. Oui, c'est la différence. Il y a la notion de findability chez, je ne sais plus quelle boîte avait sorti ça, mais oui, c'est la trouvabilité des données. Alors, le service s'appelle Find en fait. Chez nous. On lui a donné un petit nom. Ouais, mais nous on peut pas parce que c'est une marque déposée Find, donc on va rester sur Datafari. Mais après en interne, tu peux l'appeler comme tu veux, effectivement. En interne, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est l'avantage. Pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mise en œuvre, quoi? Comment ça s'est passé? Ça représente combien de jours à peu près? La volumétrie pour faire quoi au final? Alors bon, globalement, la mise en œuvre, puisque tu es là, je vais être gentil. Ça s'est très bien passé. On était au début, on savait pas trop où on allait. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le volume d'informations, parce que il faut bien la retraiter, il faut bien tous les jours, elle doit être rafraîchie et tout ça. Donc, on est parti sur l'idée d'un POC. On s'était donné 10 jours. Ça s'est tellement bien passé que le POC a été mis en production au bout de 6 jours. Et la mise en œuvre, l'installation, le premier moissonnage, en 3 jours, c'était fait. C'est vrai on a été très bien accompagné. Il y avait FranceLab maîtrise sa solution, mais maîtriser sa solution, c'est aussi savoir la mettre dans le système information du client. Et là, ça s'est vraiment très bien passé. C'était Julien qui était avec nous. Donc très bonne compétence, bonne maîtrise de la solution, et puis il y a une bonne compréhension, une bonne attente du besoin. Donc très très rapidement, on a déployé la solution. Et donc 10 jours, c'était en production, même si on est resté sous l'appellation POC. Et puis on a pris quelques jours supplémentaires pour vraiment s'assurer que la sécurité était bien opérationnelle. C'est plutôt l'aspect un peu sensible des choses. Hein. C'est la sécurité. Si on tape salaire PDG et que tout de suite on a la réponse, ça peut être bien quand on est le DAF, ou les personnes de la RH. C'est un peu moins bon quand on est le collaborateur lambda. En France, on est un peu sourcilleux sur ce type de sujet. Le salaire RSI, on peut? Comment? Salaire RSI? Ils ont essayé, hein. On voit tout ce qu'ils cherchent. Non, puis on a également des documents qui sont hautement confidentiels. Donc on a bien passé du temps à vérifier que la sécurité était optimale, et donc on a pris quelques jours pour affiner. Par contre, on avait pris un peu de temps pour essayer de mieux tuner le moteur de recherche, mais d'emblée, par rapport à notre typologie de données, il était optimal en fait. On n'a pas eu besoin de faire de grosses optimisations sur le moteur solaire en l'occurrence. Voilà. D'accord. Impressionnant. Alors du coup, alors le cloud, hein, parce que quand même c'est la mode le cloud, là, qui est le cloud par rapport au search de façon globale. Comment tu te positionnes à l'IRT? Comme je le disais, nous on a des documents qui sont quand même très confidentiels. Et on est très sourcilleux par rapport à la préservation de notre patrimoine numérique. Le cloud, comme tu le disais, c'est à la mode. Moi, je suis pas certain que ça réponde vraiment à la question que se pose l'utilisateur ou le client. Je pense que le cloud répond à l'envie de captation de certains éditeurs d'avoir des clients captifs. Bon, ceci étant dit, c'est bien pratique pour certaines choses. Et puis on voit comment ça rayonne bien. Donc les gens sont parfaitement contents de mettre toutes leurs données privées chez des opérateurs privés. Nous, là, mettre toutes nos données dans le cloud, il y avait quelque part une idée d'efficience. Nos données, elles sont déjà en interne, elles sont pas exposées dans le cloud. Les moissonner directement en interne, c'était quand même plus
rapide, plus efficace que de tout envoyer dans le cloud pour après avoir un moteur de recherche rapide. Ça fait quand même un flux d'informations très 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 important. Donc dans le cas présent, c'était pas optimal. Je vois. Puis bon, moi je suis assez sourcilieux sur la résilience des systèmes, donc ça me paraissait pas, c'était pas la bonne réponse en fait. Au final, Datafari, c'est en termes d'infrastructure, c'est très léger, hein, puisque les serveurs de fichiers, on les a déjà. Lui, il se contente de les parcourir. Donc, il faut une grosse VM. C'est un système Linux, c'est très robuste. On s'en occupe pratiquement pas. On a une révision annuelle, c'est tout. Et en termes de ressources énergétiques, la consommation est faible. Il y a juste quelques pics le week-end quand on fait un moissonnage complet, mais donc c'est pas non plus l'enfer à gérer. Donc on n'est pas obligé de surpayer quelques ressources cloud pour ça. Voilà ce que je dirais sur le sujet. Ok, alors bon, on a déjà 4 minutes de retard, mais je pense que c'est important quand même de te laisser nous partager tout ça, parce que je pense que les gens sont plus intéressés par toi que par ce que j'ai pu dire. Alors du coup, dernière question, ta vision pour l'avenir, en tant qu'utilisateur à l'IRT, sur l'Enterprise Search, et puis après de façon plus générale, mais si tu veux te focaliser sur l'Enterprise Search, c'est très bien aussi. Je suis un peu comme tout le monde, hein, je suis les buzzwords, donc l'actualité un petit peu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un peu plus d'intelligence, donc un peu plus d'intelligence artificielle. Là, on a un outil qui, en termes de recherche, est très efficace, mais bien évidemment, il recherche par rapport à des termes pas forcément contextualisés, donc rajouter un peu de sémantique, puis vraiment avoir quelque chose qui quelque part qui serait un peu l'âme du patrimoine numérique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, il est capable de nous ramener des réponses un peu plus contextualisées. On se rend compte au quotidien qu'il y a énormément de gens qui s'appellent pour se poser 2-3 questions sur tel projet de recherche, quels sont les participants et tout ça. Moi, j'imagine, dans un avenir assez proche, de m'appuyer, de mixer à la fois Datafari avec une solution d'intelligence artificielle et notre solution interne qui s'appelle Rocket Chat, une solution collaborative. On n'a pas cédé aux sirènes de Microsoft avec Teams ou de Slack. On n'a pas voulu mettre nos outils de chavardage ou de bavardage directement en ligne dans le cloud. Donc on a notre propre solution qui s'appelle Rocket Chat. Et Rocket Chat peut aussi avoir des petits bots, et ce serait intéressant de coupler un petit bot Datafari à Rocket Chat pour lui poser des petites questions et qui nous ramène des documents pertinents. Voilà. Donc un peu plus d'intelligence artificielle et d'analyse sémantique. Oui, oui. Bon, après, on a un souci de classification de l'information. C'est bien beau d'avoir un patrimoine numérique, mais bon, le ranger, c'est bien aussi de temps en temps. C'est compliqué pour les utilisateurs de ranger, de classer, d'ordonner l'information. On croit souvent que les informaticiens peuvent le faire, mais l'informaticien, il peut pas le faire. C'est pas parce qu'il maîtrise les outils qu'il va être capable d'expliquer aux gens comment ranger correctement leurs données d'un point de vue métier. Donc, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir un outil qui se plug à Datafari pour commencer à faire de la classification de l'information automatique, avec des tags, voilà. Donc, l'intelligence artificielle, ça devrait pouvoir. Alors, je sais pas si vous avez vu les derniers développements d'OpenAI avec le GPT-3, mais que Microsoft tente de racheter, mais on a des algorithmes qui commencent à être relativement étonnants dans leur capacité à comprendre l'information humaine. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aimerais rajouter chez nous dans quelques temps, grâce à Cédric. Il faut travailler, Cédric. Oui, il faut que j'en parle à mes collègues. Le message est passé. Bon, il y a un peu d'utopie dans ce que j'ai dit, mais bon, je pense qu'on peut arriver à des choses. C'est bien, c'est les utilisateurs qui font avancer aussi les. Voilà. Et puis bon, l'informatique, ce n'est qu'au service des utilisateurs, hein, donc voilà. En théorie. Ok, écoute, merci Arnaud. On n'a pas eu de questions particulières pour toi. Non, mais tant mieux parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais je me suis permis de répondre. Moi, je suis joignable pour ceux qui seraient tentés d'avoir qui auraient des questions ou besoin d'un retour d'expérience sur cette expérience avec France Lab. Ça fait 3 ans qu'on a Datafari chez nous. N'hésitez pas si vous voulez me contacter pour me poser des questions, il n'y a pas de souci. D'accord.
on passe d'abord par le mail de Cédric et Cédric te les transférera. Voilà. Oui, je me suis pas permis de mettre ton mail directement hein, quand même. Voilà. Alors j'encourage tout le monde, avant qu'on ferme là, de remplir le sondage. Pitié, ça nous est utile quand même pour avoir un petit retour. Notamment, est-ce que vous avez aimé ce webinaire? Est-ce qu'il était trop long? On a dépassé 9 minutes, donc je pense que je vais avoir oui, mais bon. Il y a quelques questions, non, quand même, non? Il y a eu des questions, là. Il y en a, mais Oui, il y a des questions. il y avait, est-ce qu'il existe un moteur de recherche pour les questions juridiques complexes? Donc, à moins que tu aies une réponse là-dessus, je me suis permis de dire de passer au Paris Open Source Summit, parce qu'il y avait un village juridique. Après, il y avait une question, remarque, de ton point de vue aussi, tu pourrais commenter, je me suis permis de commenter moi en tant qu'éditeur, mais c'était, est-ce que toi, tu as une approche où tu veux tout indexer, toutes les sources, et puis tu vois après, ou est-ce que tu penses que c'est plus pertinent d'écarter certaines sources de données et vraiment de cibler certaines autres? Eh ben, c'est une bonne question. Et Est-ce que c'est à en toi fait, de le faire? au départ, ou en fait, on a Ouais. tout moissonné. Ouais. Et parce qu'en fait, honnêtement, j'avais pas en tête tout ce qui était capable de mettre sur notre serveur de fichiers mes petits utilisateurs. J'avais les chiffres, hein, je voyais des centaines de milliers de documents. Mais on a découvert après coup des sources d'informations qui n'étaient pas pertinentes, des extensions de fichiers. Datafari permet d'avoir tout un tas de stats, de catégoriser l'information de par déjà ces extensions de fichiers. Donc il y a des fichiers, on a vu tout de suite que c'était pas du tout pertinent, on les a écartés comme ça. Mais comme je sais pas ce que mes utilisateurs veulent faire demain, on a des typologies de fichiers qui évoluent aussi, on moissonne tout. Et on exclut ce qui nous paraît pas pertinent après coup. Voilà. Ça correspond à ma réponse, puisqu'en fait, toi, tu es en mode ce qu'on appelle corporate, c'est-à-dire que tu veux un moteur pour un peu tous les employés sans savoir a priori dans quel scénario métier il se positionne. Dans quel cas, ok. Sinon, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Oui, est-ce que c'est vraiment, est-ce que les solutions logicielles sont compatibles avec des postes d'entreprise gouvernementaux sécurisés? Bon. Là, clairement, oui. Et puis, c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, donc là, on a fait le tour avec ça sur les questions. Oui. J'ai eu deux réponses de plus dans le sondage, donc ça c'est pas mal. Voilà. Personne n'a dit c'était nul, c'est bien. Merci. Vous avez peur des répondants d'après. Non, mais ça, c'était pas nul. J'ai eu deux. Je n'ai pas de moteur et j'en veux un. Bon, ça se trouve c'est Arnaud et Jacqueline qui ont répondu, donc. Mais c'est grave, c'est bien aussi. Bon, alors désolé, on a débordé. De toute façon, je sens que midi approche. Vous avez peut-être des rendez-vous pour aller manger d'affaires ou personnel, mais je tiens déjà à remercier Jacqueline pour son accueil, son invitation. Encore une fois, Jacqueline Sala de Veille Magazine, qu'on retrouvera au Search Day le 14 octobre. Merci. Je remercie beaucoup Arnaud pour s'être plié à l'exercice. Merci. C'était un plaisir. Écoute, c'est bien, c'est gentil, et on t'a pas menacé non plus. Non. Voilà, donc ça c'est bon. Ni payé. Pourquoi des menaces? Ni payé. Ça reste entre nous, juste une petite Tesla. Merci à tous les participants, merci d'avoir rempli les sondages. C'est bien, on a quand même quelques réponses assez pratiques, ça nous donne des idées. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Il y a donc là mon mail. Sinon, le replay sera disponible quand Jacqueline l'aura mis en place. Ça sera fait dans la journée, je crois que si j'ai bien compris. Et puis rendez-vous peut-être pour un prochain webinar ou pour le Search Day. Peut-être demain matin. Peut-être demain matin. Il sera demain matin. Non, regardez vendredi, comme ça on sera. Une réponse d'informaticien. Voilà. Sinon, je vous enverrai un mail. Voilà, et sinon pour Datafari, vous allez sur datafari.com ou vous me contactez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Merci à tous et puis Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.